jusqu'à l'infini, de jour comme de nuit, enchaîner les vidéos de chats et les messages aux copains. Et si tout s'arrêtait ? La France est en passe de devenir le deuxième pays au monde, après l'Australie, à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le processus législatif a démarré aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron table sur une entrée en vigueur dès septembre. Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois. Interdire l'accès à TikTok, Snapchat ou encore Instagram, un coup dur pour les principaux intéressés, néanmoins lucides sur les aspects négatifs des réseaux. Je suis totalement accro et je pourrais pas m'en passer. Des fois, je tombe sur des vidéos un peu bizarres ou violentes, avec beaucoup de sang et des trucs bizarres. Du coup, j'ai vu de la pornographie, alors que j'ai 11 ans, alors j'ai rien à voir avec ça. L'Agence nationale de sécurité sanitaire alerte sur l'exposition à des contenus violents, sur les algorithmes favorisant la comparaison permanente, le manque de sommeil ou le cyberharcèlement. Cette mère de famille a été la première en France à porter plainte contre TikTok. En 2021, sa fille Marie s'est suicidée. Il y a des incitations au suicide quand même sur les réseaux, montrer comment on peut, des moyens de se donner la mort, démonter un taille-crayon. Il y avait aussi comment faire un nœud pour se pendre. Mais l'interdiction des réseaux aux ados fait débat chez les chercheurs. Au pays de la Silicon Valley, ce psychologue américain dénonce la dégradation de la santé mentale des jeunes depuis les années 2000. Tandis que des chercheurs australiens estiment dans une récente étude que les réseaux peuvent aussi limiter l'isolement, notamment chez les garçons. Alors, facteur de risque ou outil de sociabilisation? Pour protéger les jeunes, faut-il interdire les réseaux aux moins de 15 ans? Pourquoi ne pas exiger des plateformes une meilleure régulation des contenus? Trois spécialistes avec nous. Najat Vallaud-Belkacem, bonsoir. Vous fûtes ministre de l'Éducation nationale de 2014 à 2017. Vous êtes également présidente de France Terre d'Asile. Dernier ouvrage, Sevrage numérique, ça tombe bien. Enquête sur notre rapport aux écrans et comment nous en libérer. Il paraît dans 3 jours, jeudi prochain, n'est-ce pas? Et selon vous, à propos du sujet qui nous intéresse, compte tenu de ce que l'on sait sur les dégâts que provoquent les réseaux sociaux sur les jeunes, les ados en l'occurrence, cette interdiction aux moins de 15 ans est justifiée. Leur construction personnelle n'est pas encore achevée. Mais attention, ajoutez-vous, cette question nous concerne nous aussi, les adultes. À côté de vous, Grégoire Borst, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en psychologie et neurosciences de l'enfant à l'université Paris-Cité. Vous êtes l'un des auteurs d'un ouvrage collectif intitulé « Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes ?» Et selon vous, ce n'est pas le réseau social en soi qui pose problème, mais la manière dont les groupes privés exploitent l'attention des ados. Les réseaux sont aussi des lieux de socialisation et d'émancipation, il ne faut pas l'oublier. Et vous dites, les interdire sans proposer d'alternative, en quelque sorte, c'est se voiler la face. Et à côté de vous, François Saltiel, bonsoir, journaliste à France Culture, spécialiste du numérique. Votre dernier ouvrage, Faire la paix avec nos écrans, a été coécrit avec Virginie Sassoon. Selon vous, interdire les réseaux sociaux aux mineurs, c'est un peu un aveu d'impuissance quant à notre incapacité à réglementer les plateformes. Il faut plutôt agir sur leurs modèles économiques plutôt que d'en restreindre l'usage. Et on démarre avec un chiffre tout à fait... hallucinant. Oui, c'est Près de 2 tiers des jeunes, j'osais pas. 58% précisément des 12-17 ans, consultent tous les jours les réseaux sociaux. Et autre chiffre impressionnant, en France toujours, un adolescent sur 2 passe entre 2 et 5 heures par jour sur un smartphone, souvent pour se connecter donc à ces mêmes réseaux sociaux. Grégoire Borst, avec quelles conséquences très clairement sur le cerveau, notamment sur la capacité d'attention de ces jeunes? Alors sur la capacité d'attention, en fait, pas beaucoup de données très claires sur cette notion d'attention. Globalement, ce qu'on sait, c'est que les capacités attentionnelles sont stables depuis une vingtaine d'années chez les enfants. Par contre, le monde, évidemment, a changé. C'est-à-dire que le monde numérique fait que nos ressources attentionnelles sont beaucoup plus sollicitées qu'avant. Donc je récuse complètement l'idée qu'on a l'attention d'un poisson rouge, comme on a pu l'entendre. D'une part, vous ne savez pas quelle est l'attention d'un poisson rouge. C'est pas du tout sympa pour les poissons rouges. D'autre part, je dis juste qu'effectivement, l'environnement a changé. Donc effectivement, sur l'attention, c'est de dire... Pas d'effet sur les capacités attentionnelles globales. Par contre, effectivement, quand on a beaucoup de notifications, quand on a par définition un portable qui va pousser des informations, scroller exactement. Sans arrêt. Ça va avoir un impact. Ouais. Et sur les apprentissages, Najat Vallaud-Belkacem, vous avez été en première ligne quand vous étiez ministre de l'Éducation nationale, vous l'avez constaté
Alors oui, clairement. Moi, j'étais ministre de l'Éducation, comme vous l'avez dit, jusqu'en 2017. C'était il y a longtemps quand on réfléchit. Il y a bientôt 10 ans. Exactement. Il s'en est passé des choses depuis. Et notamment, on va en parler tout à l'heure à propos des manipulations des plateformes. Mais le nouvel algorithme de Facebook qui a rendu si toxique, finalement, les réseaux sociaux, la façon dont on s'y comporte. Mais pourquoi expliquer à des gens qui ne sont pas sur Facebook et qui ne savent pas ce que c'est que ce nouvel algorithme? Pour une raison très simple, c'est que en fait, Internet se dégrade en quelque sorte et les réseaux sociaux n'ont cessé de se dégrader. Pour capter de plus en plus notre attention et nous retenir en ligne, ils utilisent un certain nombre d'outils qui vont finalement pousser en avant des contenus plus négatifs parce qu'on sait que les émotions négatives, c'est ce qui retient plus longtemps en ligne, la colère, la tristesse, que la joie ou l'émotion positive. Deuxièmement, évidemment, il y a une dégradation du débat public en ligne sur tous ces réseaux sociaux, l'ultrapolarisation qu'on connaît. Troisièmement, il y a les phénomènes de bulles qui ont été créés, qui n'ont cessé de se développer. Ce qu'on appelle les bulles cognitives. Les bulles cognitives qui vous maintiennent finalement uniquement avec du contenu qui, a priori, vous intéresse et du coup vous fait passer à côté, vous fait vivre dans une réalité alternative. Tout ça a été développé notamment à partir de 2017. Je cite Facebook, pourquoi ? Parce que Facebook, on a des Facebook Files, donc des repentis, des lanceurs d'alerte qui autrefois étaient ingénieurs dans cette entreprise et qui nous ont révélé comment à partir de 2017, cette entreprise, voulant retenir de plus en plus les gens sur son réseau, a choisi l'algorithme le plus toxique, celui de la colère. Et donc c'est dans ça que baignent nos enfants. Pour répondre à votre question sur les apprentissages, on en voit les effets néfastes aujourd'hui. Alors, vous évoquez Facebook, regardez une archive, bien avant 2017 et le moment que vous évoquez, les réseaux sociaux comme Facebook n'étaient pas sous le feu des critiques et c'était plutôt un lieu de socialisation merveilleux. Facebook, 8 petites lettres synonymes de révolution. Plus de 50 millions d'utilisateurs à travers le monde, c'est clair, ce site gratuit connaît un succès exponentiel. Vous pouvez étendre votre réseau et pour retrouver des amis, un petit clic suffit. J'ai retrouvé des amis vraiment de maternelle, quoi, que j'avais pas vu depuis au moins 15 ans et j'avais perdu toute trace d'eux. Donc c'est vrai que du coup on peut savoir ce qu'ils ont fait, leurs études maintenant, revoir leurs photos, voir à quoi ils ressemblent. Donc du coup c'est vraiment sympa pour ça. On peut se donner des surnoms sympas à des copains, des clins d'œil à ce qu'on a fait dans le week-end, un rendez-vous pour un ciné. Des surnoms sympas à des copains. François Saltiel, c'est vrai qu'il y a quand même cette vertu pour certains des réseaux sociaux de sortir de sa solitude, de la socialisation quand même, non ? Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier, lorsqu'on pointe les pratiques des jeunes sur les réseaux sociaux, que c'est aussi un endroit de sociabilité. Lorsqu'on est adolescent, on a besoin de communiquer, d'être les uns avec les autres. Alors évidemment, il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup d'effets toxiques. On est tous d'accord là-dessus. Mais si les adolescents y vont, ils sont toujours. Parfois d'ailleurs, ils sont très conscients des dangers. Ils sont très conscients d'ailleurs du temps qu'ils perdent sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on les interroge, ces adolescents, ils disent « J'en ai marre de passer ma vie à 3 heures à scroller. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose d'autre ?» Néanmoins, ça reste quand même des endroits où ils peuvent communiquer les uns avec les autres. De toute façon, on le voit bien sur les réseaux sociaux, ils ont 20 ans, ces réseaux sociaux. On est passé d'une décennie d'enchantement avec les promesses que votre archive illustre très bien, à une décennie critique, avec tous les scandales qui sont arrivés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au bout de 20 ans, lorsqu'on arrive à ce point de maturité, comment on arrive à réagir ? Il faut interdire chacun. Grégoire Borst, est-ce que c'est la bonne solution ou pas ? Non, Emmanuel Macron vient d'annoncer ce qu'il veut interdire les réseaux au moins de 15 ans. Non, c'est la mauvaise solution si elle n'est pas adossée, et on est quand même un certain nombre à le dire, à des dimensions éducatives. C'est-à-dire que c'est évidemment une dimension éducative, c'est-à-dire comment on apprend à utiliser ces réseaux. Parce que vous citiez les chiffres sur l'adolescent qui se connecte pour 2 tiers chaque jour aux réseaux sociaux. Les chiffres chez l'adulte, c'est tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc, c'est aussi des outils qui vont être utilisés, par exemple, dans le monde du travail et puis dans leur monde et dans leur vie d'adulte. Donc, comment ils apprennent à les utiliser ? Avec l'autre problématique, c'est que je rappelle qu'aujourd'hui, l'âge est purement déclaratif sur un réseau social. Donc, si j'interdis aux moins de 15 ans et qu'il suffit de dire que j'ai plus de 15 ans pour les utiliser, même problématique. Et la dernière chose, quand même, je le rappelle, c'est quand ils auront des difficultés sur ces réseaux sociaux, à partir du moment où vous jouez avec l'interdiction, vous allez avoir des difficultés de certains adolescents de pouvoir dire qu'ils ont eu des difficultés sur ces réseaux parce que précisément c'est interdit. Et ça, je pense que les externalités négatives, il faut les prendre en compte avant de décider de l'interdiction ou non. Najat, on va développer ces questions, mais vous êtes pour l'interdiction au moins de 15 ans. Moi, je suis pour, en vertu d'un principe simple, qui est que, vous savez qu'en droit français, un mineur, juridiquement, ne peut pas contracter, passer contrat. Pourquoi ? C'est un principe extrêmement protecteur. En fait, on considère qu'il n'est pas encore suffisamment à maturité pour prendre des décisions aussi engageantes
sauf des actes courants de la vie comme acheter une baguette de pain ou un ticket de bus. Mais sinon, un vrai contrat. Or, quand on s'inscrit sur un réseau social, on contracte, on l'oublie dans le débat public, mais en fait, vous savez, les fameuses conditions générales d'utilisation, les CGU, que personne ne lit, elles font 50 pages, elles sont écrites en tout petit. Et en fait, dedans, ça vous engage énormément. C'est-à-dire que vous allez livrer vos données, vous allez être vous-même exposé sur la toile, vous allez courir des risques familiariser avant qu'ils se retrouvent jetés dans le grand bain à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est pas aussi une manière de les habituer à dompter ces réseaux, comme le dit et c'est là que je rejoins Grégoire, comme quoi on peut être, j'allais dire, intelligent dans la vie. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut à la fois une règle importante sur un plan. D'abord, ça va aider les parents que d'avoir une règle simple de dire, non, en fait, socialement, c'est interdit. On va plus laisser les parents tout seuls. Et en même temps, il faut éduquer, évidemment, éduquer au numérique. Et je pense que dans le cadre de l'école, il y a des choses qu'on peut apprendre pour se familiariser, mais sans tous les travers qu'on connaît. Pour ou contre l'interdiction ? Je vais faire une réponse nuancée, même si je dis que la nuance, c'est pas la matière première des réseaux sociaux. Non, là où c'est intéressant, c'est pour les parents qui se sentent démunis. Dans le livre, d'ailleurs, on le dit, les parents se sentent à la fois dans la position de dealer de temps d'écran ou de gendarme de temps d'écran. À la maison, c'est compliqué de gérer les écrans. C'est l'objet de toutes les tensions avec cette technoférence, c'est-à-dire la manière dont la technologie interfère dans nos relations. Donc pour les parents, ça envoie un signal qui est de dire, voilà, c'est mauvais pour toi. Donc ça leur permet de nourrir un peu leur discours pour avoir un peu plus de conviction pour réguler ces écrans. Là où je pense que c'est pas une bonne idée, déjà, c'est que je suis pas certain que ça fonctionne techniquement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outil qui fait consensus sur la manière de vérifier l'âge des utilisateurs sans contrevenir à d'autres libertés ou alors qui ne sont pas infaillibles. Qui dit interdiction dit contournement. Et puis surtout, on ne s'attaque pas au vrai problème. Le vrai problème, c'est le modèle d'affaires des réseaux sociaux. Donc c'est un aveu d'impuissance. On va y revenir, mais après, Anna qui veut nous expliquer qu'il y a un pays qui a mis en place cette interdiction, c'est l'Australie. Alors on peut faire un bilan déjà depuis quelques semaines. Petit bilan provisoire, nuancé. C'était le 10 décembre 2025. L'Australie est devenue le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Et donc les 10 plus grandes plateformes, Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube, X et d'autres, doivent désormais prouver l'âge de leurs utilisateurs sous peine d'une amende qui peut atteindre jusqu'à 28 millions d'euros. Il y a 2 semaines, le gouvernement australien a annoncé de premiers résultats plutôt encourageants. Près de 5 millions de comptes de mineurs ont été supprimés, tout en précisant dans le même temps que l'impact réel ne se mesurerait pas en mois, mais plutôt à l'échelle d'une génération. Alors, pour vérifier l'âge de ces jeunes, les plateformes, elles, utilisent 2 méthodes. Le selfie avec reconnaissance faciale par intelligence artificielle ou l'envoi de la pièce d'identité. Sauf que, évidemment, les ados contournent déjà ces vérifications. Certains arrivent à se vieillir avec du maquillage, justement pour dépasser le filtre du selfie. D'autres modifient les pièces d'identité avec des logiciels d'intelligence artificielle. Et enfin, d'autres migrent vers des applis plus petites, moins connues, mais pas moins dangereuses, comme par exemple Coverstar qu'on voit à gauche, Lemonade ou Yelp. Et celles-ci, elles ne sont pas encore concernées par l'interdiction. En Australie, Najat Vallaud-Belkacem, 5 millions de comptes supprimés, c'est quand même pas rien. Est-ce que c'est bien la preuve que c'est ce qu'il faut que nous aussi, nous fassions en France ? Oui, mais absolument. D'abord, pour répondre à la question, techniquement, comment on fait ? Mais déjà, aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour la plupart d'entre eux, interdisent l'inscription avant l'âge de 13 ans. Or, dans les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, vous savez que nombre de jeunes entre 8 et 13 ans sont d'ores et déjà sur les réseaux sociaux. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas en justice les réseaux en question pour n'avoir pas fait respecter leurs propres règles au nom de la protection de l'enfance et leur faire payer des amendes. Donc déjà, techniquement, c'est bel et bien faisable. Et je pense qu'en effet, ces 5 millions de comptes supprimés, c'est un beau résultat. Qu'il y ait des gens qui contournent. Vous savez, c'est un peu comme quand on dit les boîtes de nuit ne sont pas accessibles avant l'âge de 18 ans. Vous avez des jeunes qui y vont avec des fausses cartes d'identité, etc. On sait très bien. C'est comme quand on met une limitation de vitesse sur le tableau de bord de la voiture. Il y a des gens qui grillent ces limitations de vitesse. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble le fait. C'est-à-dire qu'il y aura des exceptions, mais la règle générale demeurera qu'on doit protéger cette enfance. Grégoire Borst, comme TikTok a indiqué avoir supprimé 642 000 comptes appartenant à des moins de 13 ans en France en 2024. Donc, ils le font tout de même, non ? Ils ne sont pas totalement impuissants ou inefficaces. Oui, mais pour les avoir auditionnés dans la commission écran d'Emmanuel Macron, je veux dire, ils sont quand même d'une duplicité absolue. C'est-à-dire que quand vous leur posez la question, ils vous disent « mais on n'a pas d'utilisateurs de moins de 13 ans sur nos plateformes ». Puisque comme l'âge est déclaratif, effectivement, ils n'ont pas d'utilisateurs qui déclarent avoir moins de 13 ans. En même temps, ils nous disent qu'ils ont des algorithmes qui permettent de définir l'âge, en gros, de leurs utilisateurs. Mais je rappelle, et on en revient, le véritable enjeu, c'est quand même la régulation de ces acteurs économiques. C'est-à-dire que comment
on arrive à montrer qu'au-delà de cette interdiction des réseaux, on va réellement réguler ce qui pose problème, c'est-à-dire la façon dont ils ont créé les algorithmes. Et c'est pas acceptable qu'il y ait des algorithmes qui soient créés pour maximiser le temps qu'on y passe pour des mineurs, je le répète. Et la deuxième chose, c'est sur la question des contenus, parce que je le rappelle, à 15 ans, être exposé à un contenu qui fait la promotion du suicide ou l'automutilation, c'est tout aussi inacceptable qu'à 13 ans. Donc qu'est-ce qu'on va régler réellement? Alors j'entends tout à fait, c'est peut-être une première étape, mais ne gardons pas, gardons l'exigence de se dire qu'on ira au bout du processus et qu'on ira réguler ces acteurs privés. Pardon François Saltiel, est-ce que ça ne vient pas être en aide aux parents, justement, qui se disent, voilà, c'est une interdiction, donc ça peut aider aussi au dialogue, non? Ça peut aider je ne sais pas si ça peut aider au dialogue, parce que ce qui peut aider au dialogue, c'est peut-être justement de faire un peu plus d'éducation à ces outils-là, de pédagogie, en disant, tiens, au lieu d'interdire et pour que ça soit punitif, essayons de comprendre pourquoi il est dangereux pour toi, explique-moi ce que tu y vois. Vous savez, quand on demande à un adolescent à la fin de sa journée comment s'est passée ta journée, on peut aussi demander comment s'est passée ta journée en ligne. Et essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'il a vu. Vous pensez qu'il va répondre? En tout cas, pas moins ou pas plus que quand on lui pose la question comment s'est passée ta journée. Un ado. Mais l'idée, c'est juste d'arriver à faire ensemble de partager. Vous savez, ce qui est au moins intéressant avec la question des écrans, c'est que c'est un problème partagé par toutes les générations. C'est partagé par les parents, on l'a dit, qui doivent être exemplaires, parce que s'ils sont constamment sur leur téléphone, comment arriver à être convaincant lorsqu'on demande à les interdire? Donc ça, c'est la première des choses. Et une exemplarité des parents. Et l'exemplarité des parents, bien sûr, ça touche toutes les classes sociales, tous les genres, mais beaucoup de pays dans le monde. Donc faisons de ce problème partagé, essayons de trouver des solutions communes. Et donc plus qu'une interdiction, je pense qu'il faut plutôt aller vers des notions de pacte, c'est-à-dire se dire, tiens, ensemble, c'est pas toi qui as un problème avec les écrans, c'est toi et moi qui avons un problème avec les écrans. Donc ensemble, écrivons un petit contrat, on arrête lors du repas d'avoir nos téléphones, on arrête au moment du coucher. On sent que vous parlez d'expérience, François Saltiel. Exactement. Oui, mais Grégoire Borst, ça c'est du côté de la famille, le pacte, mais par exemple, est-ce que les plateformes, elles devraient juste être régulées plutôt que... est-ce qu'on peut penser à une forme de régulation? Il faut absolument qu'elles soient régulées. Et comment? Alors ça, il y a ce qu'on appelle le DSA, le Digital Service Act. Il faut qu'on aille au bout du DSA à l'échelle européenne, parce que de toute façon, on aura un moyen de pression à l'échelle européenne. Il faut qu'enfin ces plateformes, je rappelle que c'est dans le DSA, laissent l'accès à leurs données, parce que la recherche permettra aussi d'aller détecter les vulnérabilités potentielles, parce que la population adolescente, elle a une particularité, c'est qu'elle est extrêmement hétérogène. C'est pas vrai que tous les adolescents sont impactés par les réseaux sociaux. Il y a effectivement des populations qui sont plus à risque. Les filles, notamment, on sait qu'elles sont beaucoup plus à risque de l'exposition qu'elles ont sur les réseaux sociaux, notamment en termes d'image du corps, d'estime de soi, mais aussi de symptômes dépressifs, parce qu'elles ont déjà 2 fois plus de symptômes dépressifs que les garçons. Donc il y a un véritable enjeu aussi à s'adresser. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est il faut écouter aussi les adolescents. C'est-à-dire que c'est une décision qui les concerne. Je trouve qu'ils sont totalement absents de cette conversation, alors même qu'ils ont des choses à nous dire. C'est pas ce qu'ils demandent, d'ailleurs, l'interdiction des réseaux sociaux. C'est pas ce qu'ils nous ont demandé. Et que je rappelle qu'il y a quelque chose qui s'appelle la Convention internationale des droits de l'enfant, et que pour toute décision qui concerne l'enfant, ils doivent être consultés. Il est temps qu'on les consulte avant de faire cette loi d'interdiction. Alors justement, à propos de les consulter, moi ce que j'ai relevé avec beaucoup d'intérêt, c'est que l'année passée, il y a eu coup sur coup 2 enquêtes d'opinion auprès des jeunes, aux États-Unis d'une part et en Grande-Bretagne de l'autre. Et en gros, on a interrogé les 18-27 ans, donc une catégorie bien précise sur cette question des réseaux sociaux. Et en fait, la moitié d'entre eux vous dit que finalement, ils auraient préféré vivre dans un monde qui ne connaissait ni réseaux sociaux, voire donc ni Internet. Qui réclament pour vous cette interdiction? Pardon ? Ils réclament cette interdiction. Ouais. Je pense qu'en fait, quand on écoute, les jeunes sont plus avancés que les adultes, parce que les adultes sont évidemment captifs également du numérique. On parle depuis tout à l'heure des jeunes, mais les adultes aussi. Et quand on les écoute, ils sont nombreux, finalement, à avoir de la lucidité sur ce qu'ils y perdent, sur ce qui leur manque aujourd'hui. Puisque Grégoire Borst évoquait les jeunes filles, pardon, mais je voudrais dire ce chiffre sur votre antenne. Depuis 2007, chez les adolescentes, on a assisté à une explosion de plus 570% d'hospitalisation pour tentative de suicide ou d'automutilation. C'est pas un effet comme ça anodin, c'est vraiment un bouleversement de société. Donc les jeunes, honnêtement, pour beaucoup d'entre eux, sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et de la même façon que les parents regrettent désormais d'avoir donné à un âge trop jeune, on le voit dans les fratries, les parents, finalement, quand viennent les cadets, donnent à un âge plus âgé le premier téléphone parce qu'ils regrettent de l'avoir donné trop jeune au premier de la fratrie.
Eh bien, chez les jeunes aussi, il y a cette prise de conscience. Il faut qu'on les aide. Ils ne peuvent pas se débrouiller seuls. C'est vraiment une alternative désirable aussi, parce qu'on dit qu'il faut couper justement les réseaux sociaux, mais après, si on coupe les réseaux sociaux, on les remplace par quoi? Donc il faut que cet espace public, il soit aussi attractif, désirable, pour que les jeunes puissent y circuler et qu'il n'y ait pas des trains qui les refusent ou des cafés qui les refusent, si vous voyez ce que je veux dire. Mais justement, est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi des réseaux sociaux éthiques, responsables, en lieu et place de ceux qui existent déjà? C'est l'ambition, par exemple, d'Anna Zeiter, ancienne cadre du géant eBay, et qui entend lancer W Social pour concurrencer X, anciennement Twitter, très critiqué, on le sait, pour son usage des algorithmes. Écoutez-la. Competitors in the US and in China are using a lot of personal data to analyze, to really target, and also sometimes to manipulate users. We want to be different in that respect. Of course, we want to respect GDPR, other European laws. We want to make sure that the users can govern their own data and also their own algorithms, so that users can really choose. François Sadiel, c'est peut-être la solution, c'est d'autres réseaux sociaux. C'est pas forcément annihiler les réseaux sociaux, mais en inventer d'autres. Ça, c'est une solution ou pas? Ça peut être une solution, évidemment, puisqu'on a ciblé le modèle économique qui est délétère, qui maximise le temps d'attention. Donc, si on arrive à un modèle économique qui soit beaucoup plus vertueux, ou pourquoi pas un service public. Après, regardez, un service public. Parce que finalement, vous savez, les réseaux sociaux, il faut qu'amplifier des phénomènes existants. C'est déjà le patron de TF1 qui disait « Je vends du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola ». Voilà, on se rappelle. Et là, après, on va dire propagande d'État, si on dit que c'est l'État qui s'en... Exactement, c'est l'autre problème. Ou alors sur abonnement, avec des données. Le seul souci, c'est qu'on part avec presque 20 ans de retard, puisqu'on a estimé que ces réseaux sociaux avaient 20 ans et qu'aujourd'hui, il y a d'autres technologies qui sont là et qui posent d'autres problèmes, comme l'intelligence artificielle générative. Juste pour réagir là-dessus, parce qu'on évoquait tout à l'heure les législations européennes, donc le DSA et le DMA notamment. Il y a une chose qui est très importante dans cette législation européenne, c'est qu'elle interdit les grands monopoles. En fait, elle cherche à casser les grands monopoles des GAFAM. Oui. Et ce faisant, finalement, elle promeut la concurrence. À la limite, le jour où on aura une vraie concurrence, c'est-à-dire qu'on n'aura pas ces quelques acteurs qui maîtrisent tout le marché, qui empêchent les autres d'entrer. Pourquoi on ne l'a pas déjà eu? Pourquoi? Alors là, il faut lire mon livre pour voir le lobbying intense des plateformes pour éviter toute régulation et empêcher la concurrence. Mais le jour où on aura de la vraie concurrence, en effet, peut-être que des offres plus éthiques pourront voir le jour en la matière. Mais en attendant, on doit se protéger parce que c'est vraiment gravissime ce qui se passe. Grégoire Boss, en même temps, ceux qui créent les plateformes comme TikTok, en Chine, regardez, c'est drastique, interdiction de 22h à 6h, les moins de 8 ans 40 minutes, de 8 à 16 ans 1 heure et de 16 à 18 ans 2 heures. Vous allez dire que c'est pas un modèle inspirant? J'entends, mais c'est pas un modèle inspirant. Je suis désolé, on est dans une démocratie. L'enjeu, c'est l'éducation, c'est savoir effectivement. J'entends très bien qu'il faut protéger les plus vulnérables, mais protéger les plus vulnérables, ça va largement au-delà de la simple interdiction des réseaux sociaux. Comment on change les rythmes scolaires pour prendre en compte les besoins de sommeil des adolescents, parce que c'est pas uniquement parce qu'ils passent du temps sur leurs écrans qu'ils sont très fatigués, donc qui ont des difficultés de concentration. Et comment on permet d'avoir une société aujourd'hui qui, à chaque fois qu'elle parle des jeunes, ne les catégorise pas comme des problèmes ou de façon négative. C'est aussi sur eux qu'il faut s'appuyer pour essayer de réguler ces plateformes. Et de construire un futur désirable. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez de temps en temps, vous vous dites « j'y suis trop ». J'y suis jamais. Très bien. Et vous? Menteur. Je t'ai vu tout à l'heure. Et vous? Moi j'y suis, et c'est peut-être le fait d'y être qui me permet de prendre conscience de la dégradation. Mais alors j'y suis volontairement un peu moins ces derniers temps. Est-ce que vous avez réduit justement votre consommation, par exemple? Non, ce dont je me rends compte, c'est qu'effectivement, j'ai exactement les mêmes problématiques qu'une partie des individus. C'est-à-dire que je commence à m'enfermer, c'est-à-dire que je ne supporte plus finalement le débat contradictoire et que je finisse par globalement sortir d'un certain nombre de choses, mais parce que ça prend beaucoup de temps quand même. Écoutez, vous l'avez supporté très bien ce soir ici. Merci à tous les trois.